Quel genre de petit garçon étiez-vous? Un peu de tout. Au primaire, j'étais quand même un petit peu tannant. Mais on va blâmer mon TDAH, OK? Ah, je comprends, moi aussi, j'en ai un. Bon, exact! Mais toi, tu arrivais dans le bon temps, toi, tu comprends. Moi, je pensais qu'en tout cas, c'était pas diagnostiqué de mon temps. Ils nous foutaient en dehors de la porte de la classe, puis non, c'est comme... disons que j'avais beaucoup d'énergie. Moi, j'ai déjà mis de l'huile amateur dans le trou du lave-glace. Ça se peut! Faudrait apprendre l'autodérision. Et boy! T'es-tu game, toi? Calmez-vous, il y en a des pires qui s'en viennent. Ah, OK, ouais, bizarre, avec Hein? Exact! En tout cas, cette fois-ci, Maxime Martin, t'étais trop loin. Je fais, hey boy, il fait pas longtemps sur ma carrière, toi, je pense. Mais après ça, c'est drôle parce qu'au secondaire, je suis devenu très gêné. Fait que quand j'ai commencé à faire de l'humour, tout le monde était surpris. Personne ne me croyait parce que j'étais tellement gêné qu'ils ne croyaient pas que j'étais capable de monter sur scène devant les gens. Je t'avoue que moi aussi, j'étais surpris. Pourquoi aviez-vous décidé de faire de l'humour un métier? Tu sais, l'humour, tu y penses pas en forme de métier, tu y penses en forme de passion, de quelque chose. C'est comme quand tu es jeune et tu veux être un joueur de hockey. T'sais, moi, j'avais vu Yvon Deschamps quand j'étais très jeune. J'avais peut-être 6-7 ans. Puis c'était un spectacle à la place. Ça passait à la télévision, là, mais je trouvais ça hallucinant d'avoir cet homme-là tout seul avec un micro, être capable de faire réagir autant de monde devant lui. T'sais. Puis oui, j'avais très jeune, on me disait toujours que j'étais drôle, sens de l'humour. Fait qu'à un moment donné, ça pique ta curiosité jusqu'à quel point tu es capable de faire ça. T'sais. Fait que c'est plus suivre une passion que d'essayer d'en faire un métier. T'sais. Après ça, une fois que tu fais rire beaucoup de monde, ça devient un métier. Merci dans ma carrière, dans ma vie. Je vous aime. Bonne soirée. À bientôt. Ça me fait rire parce que, Chris, une couple d'années, on n'aurait pas gagé là-dessus. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Je veux dire, tu rêves de mille et une choses. Et même après 5 shows, un livre, une série avec ma fille, ça a l'air qu'il y a encore des choses que vous ne savez pas sur moi. Est-ce que c'est difficile de se démarquer des autres humoristes? Non. Je vais parler pour moi, mais tu as toujours des influences. Moi, je viens du milieu anglophone, donc j'avais beaucoup d'influence de stand-up américain. Il y a toujours quelqu'un qui t'influence, tu dis « Oh mon Dieu, ça me parle, ce genre de propos-là. » Mais après ça, tu développes le tien aussi. Fait que c'est quelque chose, il ne faut pas qu'il soit forcé. C'est quelque chose, il faut qu'il soit naturel. Puis, tu vois, P.A. Méthode dit souvent que je l'ai rencontré, il était très jeune, puis il cherchait quel style il allait faire, puis j'avais toujours dit, pourquoi tu fais pas du P.A. Méthode? Fait que je pense que le plus proche que tu es de toi-même, c'est impossible de ressembler à quelqu'un d'autre. En étant toi-même, tu te différencies des autres. Merci. Ça fait plaisir. Bonne question. Parlez-nous de votre expérience de travail avec votre fille Livia. C'est lourd. Non. C'est probablement le plus beau cadeau que j'aurais pas pu imaginer avoir dans cette carrière-là. Honnêtement, c'est un privilège.
Surtout dans la série qu'on a faite, où on était capable de jouer nos propres rôles aussi. Fait, puisque les gens ont vu beaucoup de notre relation, de notre vraie relation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dans la série qui sont des choses qui étaient basées sur notre quotidien, sur notre vie de tous les jours, sur des situations qu'on vivait papa-fille. Donc, puis maintenant, on a des podcasts ensemble. C'est un privilège, mais ça reste une relation de travail. Fait c'est quoi, tu sais, les parents, puis on n'est pas toujours d'accord, hein, parents-enfants. Ouais. Puis fait que nous autres, on n'est pas toujours d'accord parents-enfants, puis on n'est pas toujours d'accord partenaires d'affaires. Mais ça nous fait grandir, ça nous rapproche aussi. Puis ça nous a beaucoup aidé à apprendre à la façon de se parler aussi, puis de séparer les choses. Mais je le répète, ça reste le plus beau cadeau. Tu sais, j'ai eu beaucoup de belles choses qui me sont arrivées dans cette carrière-là. Évidemment, les gars virils aiment les chars. Moi, j'aime pas les chars. Je connais rien dans les chars. C'est pathétique, mon affaire. Sérieusement. Moi, j'ai déjà mis de l'huile à moteur dans le trou du lave-glace. Quel retour plaisant à la maison ce fut. Fuck, les changements climatiques sont pires que je pensais. Mais là, faut être au garage. Faut t'expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'ai choqué. Je dis, c'est ma blonde. Quand et comment avez-vous réalisé que vous aviez un talent pour faire rire? Un peu comme j'ai dit, Diego, primaire. Tu sais, au nombre de fois que tu te fais foutre en dehors de la classe parce que tu déranges, tu fais peut-être que je pourrais en faire. Je pourrais peut-être profiter de ça. Mais, tu sais, on m'a toujours dit que j'avais l'esprit vif. Puis en fait, c'est surtout que j'ai vite tombé en amour avec entendre les gens rire quand je disais quelque chose de drôle. Puis c'est ça qui te pousse encore une fois à vouloir explorer cette avenue-là. Qui étaient vos inspirations en humour étant jeune? Ben écoute, tous les humoristes québécois m'ont parlé de Yvon Deschamps, évidemment, mais moi, tu sais, j'ai commencé dans l'Ouest canadien, fait que, tu sais, j'étais plus connecté avec ce qui se faisait du côté des États-Unis. Moi, il y a Bill Hicks, qui tristement est mort très jeune, mais qui avait un propos un peu comme moi, très direct, osé, on va dire ça de même aussi. Mais non, c'est osé. Et puis je trouvais qu'il y avait une tendance, il y avait une belle façon de jouer avec la vérité, où est-ce que les gens, le public était comme pris en otage de ne pas pouvoir s'ostiner contre lui, mais il trouvait ça d'une façon tellement magique de rendre ça drôle que c'est ça qui m'a inspiré. J'ai fait, OK, ça me parle, ça. C'est le genre de message que je vais envoyer comme humoriste. Est-ce que l'on peut rire de tous les sujets selon vous? Absolument. Absolument. Je suis pas d'accord avec ce qu'on dit ces temps-ci, qu'on peut plus rire de rien. Non. Je pense que c'est une façon de l'aborder. Puis, tu sais, moi, je suis pas contre un peu ce qui s'est passé de soulever certains points, certains sujets qui ont peut-être blessé certains gens quand on regarde le monde d'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis de voir que qu'il y a des choses qui étaient temps qui se disent plus. Mais en même temps, moi, avec le style que j'ai, la seule différence, c'est que j'ai adoré l'exercice intellectuel de trouver une façon d'être Maxime Martin dans l'espèce de langage d'aujourd'hui. Ça a été vraiment un beau défi artistique. Est-ce qu'il y a des rêves au début que vous aimeriez encore accomplir en lien avec votre métier? Bien, je me considère très, très, très choyé par la vie. Parce que Dieu sait, j'ai quelqu'un qui essaie de saboter sa carrière, c'est moi. C'est un autre sujet. Mais joke à part, je pense que la vie était très bonne avec moi. Puis quand je regarde tout ce que je voulais accomplir, c'est pas mal tout là. Il y a 2 fois que je suis allé faire des incursions en France. Puis je suis comme un peu resté sur ma faim de ne pas avoir été au bout de ce rêve-là. Mais il n'est pas encore éteint. C'est toujours une bonne chose. Ça serait peut-être la seule chose, mais c'est ça qui est le fun. T'sais, présentement, c'est une nouvelle tournée. Il reste probablement d'en avoir un autre. Mais tu arrives à un stade où tu le fais pour le pur plaisir de le faire. Parce qu'heureusement, j'ai réussi à cocher bien les choses sur ma liste. Merci beaucoup de votre générosité. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Salut la chute. Bonjour, moi c'est Caroline Gauthier, enseignante de sciences à la Polyvalente Lavigne. Donc aujourd'hui, vous visitez l'Expo Science, une exposition de projets scientifiques qui a lieu à la Polyvalente Lavigne depuis plusieurs années déjà. Donc c'est l'enrichissement de nos profils, profil art, profil idée et profil sport. Hier, nous avons eu les profils art et sport secondaire 1 et 2 qui ont présenté. Aujourd'hui, nous avons le profil idée secondaire 1, 2, 3. En tout, ça nous a fait 109 kiosques.
On avait là-dedans 107 vulgarisations qui sont des projets de recherche scientifique qui partent d'une question que les élèves se sont posées. Et on a eu 2 projets d'expérimentation qui également partent d'une question qu'on s'est posée, mais qu'on va tester, expérimenter la question pour pouvoir trouver la réponse. Expérimentation a l'air moins populaire, mais en réalité, c'est fantastique, puis c'est même plus gagnant si on veut se rendre loin dans l'expo science. Mais les jeunes, parfois, ils n'ont pas nécessairement le matériel à la maison pour travailler les expérimentations. Puis, ils sont peut-être plus gênés de venir demander aux techniciennes de les aider pour faire l'expérimentation, mais c'est quand même quelque chose à développer. Est-ce qu'il y a des prix à gagner? Il y a des prix à gagner. On va avoir, aujourd'hui, on va couronner, dans le fond, nos premières, deuxième et troisième positions en secondaire 1, en secondaire 2 et en secondaire 3. De ça, on va prendre 8 kiosques qui vont se rendre à la finale régionale qui aura lieu du 13 au 15 mars à Rosemère, au Collège Saint-Sacrement. Et là, à ce moment-là, bien, ils peuvent encore gagner des prix en argent et se rendre à la finale provinciale. Puis ensuite, on peut même se rendre à la finale pan-canadienne, puis il y a même la finale mondiale. Aujourd'hui, nos jeux, c'est des anciens exposants. Donc, ils savent qu'est-ce que les jeunes vivent. Alors, ils savent comment les approcher. Ils connaissent les critères parce qu'ils ont déjà été évalués avec ces critères-là. Puis, ils sont soit en secondaire 4 ou en secondaire 5. Est-ce que c'est bon de manger de la neige? Est-ce que manger de la neige, c'est pareil comme si on buvait de l'eau? Non. Manger de la neige, c'est pas exactement comme si on buvait de l'eau. La neige, c'est de l'eau glacée, mais elle peut contenir de l'air, puis c'est moins potable que de l'eau. Elle peut refroidir ton corps et ta bouche, qu'est-ce qui peut vraiment être désagréable. En plus, selon l'endroit où la neige est tombée, il peut y avoir des polluants, des impuretés, puis des bactéries. Mettons un exemple de bactérie, la Legionella, c'est présent dans l'eau, puis ça peut causer des infections pulmonaires. Comment sont formés les flocons de neige? Les flocons de neige sont formés en présence de vapeur d'eau en quantité suffisante dans l'atmosphère. La température doit être sous le point de congélation. La présence de particules dans l'air telles que des poussières, de la fumée ou des sels marins. Pourquoi n'est-ce pas bon de manger de la neige? En effet, croquer de la neige qui a une température inférieure à 0 peut provoquer un choc thermique. Puis ça perd de la chaleur dans ton organisme. Est-ce que la neige est bonne pour la peau? Plus neige va au frottement des pulls et écharpes, fragilise notre peau. Le froid, par exemple, peut fragiliser notre peau. Donc, la neige n'est pas bonne pour notre peau. Bonjour, je m'appelle Elliot Lebel, puis aujourd'hui, je vais vous parler de la perspection des couleurs. Donc, l'œil, il voit 3 couleurs de base. Le bleu, le rouge et le vert. Puis, si tu mélanges ces couleurs-là, t'en auras d'autres. Fait que, mettons, le rouge, c'est le rouge. Le jaune, c'est le vert et rouge. Puis, ben, c'est ça. Le noir, c'est aucun. Puis le blanc, c'est les 3. Fait que plus on additionne de rayons, plus que la couleur va nous apparaître pâle. Pour voir une couleur, il faut avoir des rayons lumineux. Puis ces rayons-là, ils viennent des ampoules puis du soleil, par exemple. Un pigment, c'est une particule qui a la propriété d'absorber les couleurs puis d'en laisser passer d'autres. Fait que, mettons ici, le rouge, il absorbe le vert puis le bleu, puis il reflète le rouge. Puis le jaune, il absorbe le bleu, puis il reflète le vert puis le rouge. Ça, c'est quand que les rayons passent à travers un filtre. Fait que, quand ils passent, ben, dans le fond, tout ce que tu vois va t'apparaître d'une couleur, là. C'est comme si on met les lunettes que là, ben, tu sais, on va tout voir en rouge, là, parce qu'il passe dans un filtre. Puis la couleur matière primaire, ça, c'est les pigments qui absorbent un seul rayon. Fait que, mettons, ces 3-là, parce qu'elle absorbe un puis elle reflète 2. Une couleur matière secondaire, ben, c'est l'inverse. C'est les 3 en haut qui en absorbent 2 puis qui en reflètent 1. La synthèse soustractive, c'est le mélange de pigments de différentes couleurs. Puis ça fait
une soustraction de rayons. Fait que, mettons, la fiche ici, genre, le plus que tu en mets, le plus que c'est foncé. Parce que si tu mélanges ces trois-là, ben au final, ils sont tous absorbés. Fait qu'il y en a pas, puis ça fait du noir. Je sais pas si vous comprenez, là, en tout cas. OK, moi, mon nom, c'est Charles. Et moi, c'est Andy. Un ballon de soccer utilisé pour jouer au soccer, mais est-ce que vous savez de quoi est-il fait? Ouais, ben, à peu près. Ouais. Ben, le ballon de soccer est fabriqué avec des matériaux spécifiques, mais malheureusement, pour certaines compagnies qui fabriquent des ballons, ben, ils n'utilisent pas des matériaux de bonne qualité. Exact. Pour commencer, le ballon de soccer est enveloppé extérieur est-elle constituée de 32 pièces de cuir naturel ou synthétique? La vessie de caoutchouc gonflable, OK, ben, ça ressemble à ça. Ça, en fait, ben, c'est la vessie qui est à l'intérieur du ballon, OK? Puis, dépendant de la marque du ballon, elle peut être en latex naturel, en latex synthétique ou en caoutchouc butyle. C'est dans les années 50 que le ballon avec 32 hexagones est apparu de forme géométrique appelée ésocèdre tronqué. La forme globale constituée et entourée une pentagone par 5 hexagones permet une coupure naturelle de se refermer finalement en rond. Bien, la pression du ballon, OK, elle peut dépendre entre 0,6 et 1,1 bar. En fait, les bars, OK, c'est une unité de mesure qui sert ben, pour la pression du ballon et tout, là. Fait que ça. Le ballon de soccer est de forme isocaèdre tronquée quand il est gonflé. Il est composé de 32 faces, 12 pentagones réguliers et 20 hexagones réguliers. OK. Ben, le ballon de soccer est apparu en 1855 et ben, selon nous, ça a révolutionné le monde. Puis, ben, c'est ça. En 1855, Charles Goodyear, qui ressemble à ça, conçut le premier ballon de soccer en caoutchouc vulcanisé. Par conséquent, le ballon est solidifié et devient sphérique. Moins de 10 ans plus tard, en 1863, les Britanniques conçurent un organisme le sport avec la création du Football Association. Ben, les Asiatiques étaient sans doute les premiers à taper dans un ballon, OK, en équipe au 3e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous saviez le ballon de soccer était fait en 100 ans? Il était fabriqué d'une partie de chambre à air, de cuir ou d'une vessie en caoutchouc. Bon, aujourd'hui, on va vous parler de la zone 51. De base, la zone 51, c'est un endroit où est-ce qu'il y a des avions de chasse, puis des extraterrestres, des soucoupes volantes qui ont été testés là-bas. En 1962, les premiers avions ont été testés. Il y a le Nighthawk, le Lockheed, puis les avions d'espions A-12. Il y a un homme, Robert Lazare, il a affirmé d'avoir travaillé sur la zone 51 pendant un très long bout de temps. Quand il a démissionné, il est allé faire une interview sur une chaîne américaine qui a vraiment beaucoup percé, mais genre vraiment. Tu sais, quand Ben Lazare il a fait cette interview-là, le gouvernement il s'en est rendu compte à cause que c'était comme dans les tops des vidéos les plus visionnées. Le gouvernement il a décidé de fermer la zone 51 parce qu'il ne voulait pas que ça soit découvert à cause que supposément c'est dangereux. Moi, personnellement, j'y crois pas pour les extraterrestres parce que je me dis, ça n'existe pas. Les avions de chasse, OK, ça oui, j'en suis sûre. Mais sinon, la zone 51 fait 155 km au nord-ouest de Las Vegas. Mais ça, genre, toutes les activités qui se passent sur la zone 51, c'est maintenant officiellement genre fermé. Il n'y a plus personne. Elle a été abandonnée. Maintenant, il y a juste des gardes qui surveillent l'entrée. Puis si tu décides d'y aller faire je peux-tu prendre une photo, ça me tente de voir à quoi ça ressemble, ben tu vas être bannir de là. Genre, tu peux pas, ils vont te retourner de bord. Si t'écoutes pas, je sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, là, mais moi, je dis, ils vont sûrement te tuer. OK, so, tout survol aérien, puis
des avions de l'US Air Force. C'est interdit officiellement. C'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est créé par la mort d'une étoile très massive. La gravité d'un trou noir est tellement forte que ça crée une courbure dans l'espace-temps. Il y a 3 sortes de trous noirs. Il y a les trous noirs stellaires, c'est les plus communs, et leur masse est de 10 à 20 fois la masse du Soleil. Il y a les trous noirs intermédiaires, que c'est les trous noirs de quelques milliers de masses solaires. Ils sont des trous noirs que leur masse est environ entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Il y a les trous noirs supermassifs ou ultramassifs. C'est des trous noirs de quelques millions ou de milliards de fois la masse du Soleil. Pour savoir comment le Soleil est grand, la Terre rentre 1,3 milliard de fois dedans. Les trous noirs s'évaporent très lentement. Le trou noir stellaire s'évapore en 100 milliards d'années. Le trou noir ultramassif dans 1 milliard d'années. Et le trou noir intermédiaire, c'est entre les deux. Un trou noir, ça déforme la structure de l'espace-temps. C'est un des phénomènes les plus dangereux de l'univers. L'espace-temps, c'est l'espace en 3 dimensions à 1 dimension. Alors, c'est comme avant d'arriver dans ton trou noir, tu étais un cube, tu arrives dedans, tu es rendu un carré. Si on se fait aspirer par un trou noir ou que quelque chose se fait aspirer par un trou noir, ça se fait écraser vraiment fort, puis là, ça crée une courbure dans l'espace-temps. On ne peut pas se faire aspirer par un trou noir, sauf si on s'en rapproche vraiment beaucoup. Heureusement, le trou noir le plus proche de la Terre est très loin. Le trou noir le plus proche de la Terre est au cœur du Messier 4, un amas globulaire dans la constellation du Scorpion. Un amas globulaire, c'est un tas de globules. Puis ça, c'est à 6 000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'il faudrait voyager à la vitesse de la lumière pendant 6 000 ans. Puis c'est impossible parce qu'aucun humain a déjà voyagé à la vitesse de la lumière et survécu 6 000 ans. Les trous noirs s'agrandissent très rapidement avec des nuages de gaz qui existent depuis 13 milliards d'années. C'est pour ça qu'il y a des trous noirs aussi gigantesques. Le trou noir le plus grand, c'est le TON 118. Sa masse est de 66 milliards de fois celle du Soleil. Mais il y a aussi le Phoenix A qui vient d'être trouvé, qui est encore plus gros. Les deux, c'est les trous noirs ultramassifs. Ça, c'est la Terre comparée au Soleil, le Soleil comparé à la plus grosse étoile et la plus grosse étoile comparée au TON 118. Savez-vous que dans un trou noir, le temps ne fonctionne pas pareillement qu'à l'extérieur de celui-ci? Parce que, exemple, quand tu arrives proche d'un trou noir, les choses vont ralentir. C'est pour ça qu'on pense qu'à l'intérieur, c'est plus lent. Finalement, un trou noir s'est créé par la mort d'une étoile très massive. Bonjour, je m'appelle Eve Savoie et je vais vous parler de la démence frontotemporale. C'est quoi la démence frontotemporale? C'est une maladie du cerveau qui affecte le lobe frontal et temporal du cerveau. Et dans le fond, la maladie, ça fait que tu vois la vie différemment. Comme par exemple, avec tes amis, là, tes amis vont plus te voir de la même façon à cause... vont plus te voir de la même façon à cause tu vas acter différent à cause... Dans le fond, la maladie, ça affecte comment tu réagis à des choses ou quand tu vas être comme devenir une nouvelle personne, genre une fois tu pourrais être vraiment énergétique, vraiment content. Puis ensuite une autre fois tu vas tout oublier, qu'est-ce que tu dois faire, puis ensuite tu vas être en colère, puis tu vas pleurer, tu vas être stressé, puis ensuite tu ne sauras plus quoi faire. Mais d'habitude, la maladie, ça affecte juste les gens qui c'est 50 à 65 ans. Mais c'est toujours possible que tu l'ailles bien avant ça. Si les causes, ce serait que c'est génétique, que tu manques d'activité physique, ou que tu as la dépression, tu as déjà une autre maladie. Sinon, tu es isolé socialement, donc tu n'as aucune tu t'intègres pas socialement dans des groupes. Mais une bonne affaire que tu peux faire, comme ça les symptômes sont moins pires, c'est de faire des sports, changer d'alimentation.
Salut, je m'appelle Émile Bonenfant, puis je fais partie de l'Expo Science. Bonjour, donc moi c'est Romy Brisson, puis moi aussi je fais partie de l'Expo Science. Donc on va commencer avec qu'est-ce qui rend le chewing-gum collant. Donc en fait c'est tout simplement le polymère hydrophobe. Comme vous pouvez le voir là-bas, c'est lorsque des gouttes d'eau ne sont pas absorbées dans une surface, ça fait la même chose quand vous mangez de la gomme. Votre salive ne va pas être intégrée dans votre gomme, donc ça va tout rester assemblé ensemble. C'est suggéré de manger de la gomme parce que ça va enlever les caries ou les saletés qu'il y a entre tes dents. Donc, c'est comme brosser ses dents, mais c'est suggéré quand même de brosser ses dents. Puis, il y a une étude d'une université américaine qui suggère d'en manger parce que ça a plein de bonnes choses. Genre, ça va diminuer ton stress ou, comme j'ai dit, ça va nettoyer tes dents. Puis, donc, c'est scientifiquement prouvé que c'est bien d'en prendre. Par contre, vous ne trompez pas. Si vous en mangez trop régulièrement, malheureusement, ça va vous donner des caries parce que ça va stimuler la salivation, ce qui va emmener une bactérie et donc vous créer des caries, malheureusement. Maintenant, je vais vous dire tous les ingrédients qui sont utilisés dans la gomme. Donc, premièrement, du plastique insoluble, soit dans l'eau ou la salive, avec du sirop de glucose, du sucre à glace, des arômes, du colorant, avec du latex synthétique ou naturel. Aussi, les arbres, le sève, le liquide qui en coule, ça aussi, ça peut être créé avec ça. Et de l'édulcorant. Ça rend votre gomme douce et sucrée en même temps. Maintenant, est-ce que vous avez déjà posé la question, ça goûtait quoi la gomme Balloon? Eh bien, je vais vous le dire. Donc, lorsque vous mangez de la gomme, par exemple, au melon d'eau, l'arôme qui va être utilisé, c'est vraiment le melon d'eau, le fruit, le melon d'eau. Sauf que la gomme Balloon, c'est vraiment plein de petits fruits, tous mélangés ensemble, qui vont donner cette saveur-là en particulier. Donc, vous savez pas vraiment ce que ça goûte, ben ça goûte le fruit au complet. Donc, merci, c'était tout. Bonjour, aujourd'hui, on va vous présenter quel impact nous pouvons avoir lorsque l'on met du maquillage. Donc, premièrement, pourquoi le maquillage peut avoir des effets sur notre peau? Eh bien, c'est parce que certains produits de maquillage empêchent l'épiderme de respirer. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça peut causer soit des maladies ou ça peut faire des boutons et tout ça. Ensuite, quel impact on peut avoir? Des infections, une peau trop sèche, des imperfections visibles comme des boutons, des plaques visibles, etc. Et pour finir, on peut avoir aussi des pores engorgés. Également, il n'existe pas d'âge. À quel âge il faut se maquiller? Il n'existe pas d'âge pour se maquiller, mais les spécialistes s'accordent le fait de se maquiller à 11 et 12 ans. C'est correct, mais sinon avant, ça serait prématuré. Également, il ne faut pas prêter son maquillage à d'autres personnes parce que ça peut provoquer soit des feux sauvages ou des orgelets lorsqu'on met du maquillage, comme du mascara ou du rouge à lèvres. Ouais.